Bonjour à tous et bienvenue dans notre studio vidéo du groupe Nice Matin pour ce 6e numéro de Territoire Éco. Et oui, déjà 6 éditions de cette émission que nous vous proposons chaque mois en partenariat avec l'UPE 06 et nos confrères du journal Tribune Côte d'Azur. Et pour m'accompagner, comme chaque mois, je ne vous les présente plus. J'ai le plaisir d'accueillir Karine Wenger, chef du service économie du groupe Nice Matin. Bonjour Karine. Bonjour Christian. Et Isabelle Ozias, notre consoeur et rédactrice en chef de la Tribune Côte d'Azur. Bonjour Isabelle. Bonjour Christian. Pour débuter ce numéro 6 de Territoire Éco, vous y êtes désormais habitués, place à la grande interview. Dans quelques jours se déroulera à Nice la première édition d'IBT. IBT, c'est le salon dédié à l'industrie, au bâtiment et à la technologie azuréenne et qui est co-organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Nice-Côte d'Azur, la Fédération du bâtiment et des travaux publics du 06, Prodarom, le syndicat national des fabricants de produits aromatiques, l'UPE 06 et enfin l'UIMM Côte d'Azur, l'Union des industries et métiers de la métallurgie, présidée par Marcel Ragny, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour Marcel Ragny. Bonjour. Marcel Ragny, vous êtes monsieur industrie dans les Alpes-Maritimes, tout le monde vous identifie et vous connaît comme ça, vous êtes extrêmement actif pour faire la promotion de nos belles industries azuréennes. Les Alpes-Maritimes, c'est un département finalement peu reconnu pour sa production, et pourtant, il y en a beaucoup, n'est-ce pas ? Et pourtant, il y en a beaucoup, et il y en a de plus en plus, et l'industrie se porte bien. J'ai pris quelques chiffres pour éviter de dire des bêtises, mais l'industrie dans le 06, c'est 4042 entreprises, 33 000 emplois, 27% du PIB azuréen, donc on peut parler pratiquement d'un PIB qui ressemble à celui du tourisme, donc c'est presque aussi important, et ça représente à peu près 8 milliards d'euros. L'industrie de la métallurgie, c'est 900 entreprises qui représentent à peu près 15 000 emplois, et les adhérents de l'UMM, c'est à peu près 200 entreprises, qui, elle, représente 10 000 emplois. Donc une grosse puissance de frappe. C'est une grosse puissance de frappe, et ceux qui n'adhèrent pas sont souvent des artisans ou des TPE qui n'ont pas vocation et qui se font conseiller par leur service comptable ou autre. Karine, Isabelle, à vous. Alors Marcel, quels sont les grands défis que va connaître ou que connaît déjà la filière industrielle azuréenne ? Alors, le défi, tout le monde en parle, et la semaine dernière, il y avait un bel événement sur la commune de Nice, mais sur la métropole de Nice, pardon, et c'est la réindustrialisation et le développement, la transition énergétique, qui est un sujet fort et qu'il ne faut pas prendre à la légère. Et dans l'industrie, ça se traduit comment ? Ça se traduit par une adaptation des industriels, des accompagnements importants pour mettre en place des codes de bonne conduite et puis surtout de leur expliquer que la décarbonation n'est pas obligatoirement un inconvénient, mais peut-être l'opportunité d'aller gagner de l'argent et des ouvertures d'esprit, des nouveaux métiers et peut-être aussi attirer des talents. Donc, on y reviendra tout à l'heure. D'abord, on va parler de cette première édition du salon IBT. Alors IBT, c'est pour industrie, bâtiment et tech. Ça remplace un petit peu l'ancienne mouture Industria en plus élargie. Pourquoi ce salon ? Alors, quand j'ai pris la présidence de l'UIMM, je souhaitais non pas faire disparaître Industria, parce que l'Industria j'y ai participé, j'ai été un acteur fort d'Industria. Le dernier, je l'ai coprésidé avec Michel Manago, mais mon ambition était de rassembler un maximum les entreprises du territoire. Je dis souvent que tout est industrie et que dans le BTP, il y a de l'industrie, dans la tech, il y a de l'industrie, et dans l'industrie, bien entendu, que ce soit le parfum ou la métallurgie, il y en a beaucoup. Donc j'ai trouvé que c'était un bon sujet de rassembler toutes les entreprises territoriales ou locales. Et bien entendu, je me suis rapproché de la CCI avec Jean-Pierre Savarino, j'ai parlé avec le président du BTP et Pierre Hippolito, le président de l'UPE. Et on a attiré aussi Prodarom, qui est un acteur important sur le Pays grassois. Et donc c'était vraiment de bon augure de le faire venir avec nous. L'union fait la force de toutes ces grandes institutions professionnelles. J'en suis persuadé, d'autant plus qu'avec les chiffres que je vous ai donnés, sachant qu'on représente près de 30% du PIB, il faut maintenir une activité, parler de nous. Et on me disait souvent dans le temps qu'il fallait, pour vivre heureux, il fallait vivre caché. Je dis qu'aujourd'hui, il faut montrer notre savoir-faire, notre savoir-être.
et nos industries qui sont plus que belles sur la région. Karine. Une des cibles d'IBT, du salon IBT, c'est la jeunesse. Alors la question, c'est est-ce que l'industrie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle est attirante pour les jeunes? Alors, j'ai tendance à dire qu'elle n'est pas attirante parce qu'on ne leur explique pas. Et donc, oui, c'est la jeunesse. On a mis en place, avec les 5 organisations, un rapprochement avec l'éducation. Il va y avoir à peu près 1200 élèves qui vont venir voir ce que c'est l'industrie, le BTP, le Prodarom, tous les métiers qu'on va pouvoir présenter. Il va y avoir une belle exposition par l'UMM et par le BTP des métiers qu'ils représentent. Et puis, je dis toujours que l'industrie en général, c'est 1000 métiers. Donc, il y aura toujours la place pour des nouveaux arrivants et dire aux jeunes que dans l'industrie, ils vont pouvoir s'amuser, s'éclater et grandir et faire de belles carrières. Ça va être le jour où il va falloir leur dire et leur expliquer. Mais pourtant, l'industrie souffre quand même d'une image assez négative. Parce qu'on est resté sur l'ancienne image de l'industrie de Charlie Chaplin, des temps modernes, où on voyait des gens dans la poussière et le mal-être au travail, c'est terminé. Aujourd'hui, on parle de RSE, on est dans des actions de confort au travail, on se rapproche beaucoup plus de l'humain, en tout cas c'est mon credo, et vous le savez, on en a déjà parlé. Moi, je pense que jamais l'industrie n'a autant brillé, jamais l'industrie n'a été autant importante et intéressante, et on voit de plus en plus de jeunes y venir, et moi, il n'y a qu'à voir, ne serait-ce qu'au sein de mon entreprise, le niveau d'âge est assez payant, puisqu'on est avec une moyenne d'âge de 34 ans, malgré tout avec une moyenne d'ancienneté de 14. Donc ça veut dire que les gens y viennent et ils y font carrière et ils aiment y rester parce qu'ils arrivent à prendre plaisir à venir à travailler. Alors par contre, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés? Justement, c'est une filière qui est hyper étendue. Est-ce qu'on a assez d'offres de formation de qualité pour former ces futurs recrues? Alors, la formation, c'est un vaste sujet. On ne peut pas s'attaquer à tous les sujets en même temps quand on prend la présidence d'une fédération. Il y a des sujets changent en plus. Chaque année, mon prédécesseur a fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on parle de beaucoup d'autres choses. Donc, il faut travailler un petit peu sur tout. La décarbonation est un critère sur lequel il faut vraiment qu'on s'emploie à expliquer à nos adhérents comment s'y mettre et comment les accompagner. Mais la formation est un sujet important. D'ailleurs, on n'a pas de pôle formation sur le secteur. Il y en a un à Istres. C'est un peu loin, donc c'est pas évident d'envoyer les jeunes jusqu'à Istres, bien qu'il y en ait qui partent de Nice pour aller là-bas. Et donc on est sur un dossier pour une ouverture d'une nouvelle école de formation d'électriciens en maintenance sur la métropole Nice-Côte d'Azur, et pourquoi pas après en faire une autre sur le côté Sofia, parce que notre territoire est étendu et donc il va falloir apporter des solutions pour tout le monde. Et puis on est en lien avec toute l'éducation pour pouvoir justement, Don Bosco, à Don Bosco, il y a quand même de belles opportunités de préparation. On a une université qui est forte, qui nous envoie des alternants qui sont performants. Moi j'en ai beaucoup, j'en ai encore 4 cette année depuis le 1er septembre, donc il y a quand même de la formation, mais il n'y en a jamais assez parce qu'on n'est pas habitué à ça. Les entreprises s'y mettent un peu en interne aussi. Les entreprises s'y mettent en interne, et puis il ne faut pas oublier que l'année Covid a été une année de révélation. L'industrie existe, tiens, il va falloir peut-être l'accompagner. Et aujourd'hui, il y a vraiment un revirement de situation, et je pense que l'industrie sera de plus en plus attirante et il y aura de plus en plus de formations. En tout cas, je l'espère. Revenons sur la décarbonation qui est la thématique de cette première édition d'IBT. Quelles sont les solutions déjà mises en place au sein des entreprises et sont-elles adaptables à toutes les usines? Là, c'est pareil. La décarbonation, c'est un gros sujet. On va parler de RSE plus que de décarbonation au départ dans une entreprise, mais la décarbonation et le développement durable, c'est une histoire de bon sens. C'est de la gestion. Quand on ne jette pas, on économise, et quand on économise, on gagne de l'argent. Donc c'est souvent du bon sens. Il suffit de bien le présenter, de bien l'accompagner. Aujourd'hui, à l'UMM, on a mis un pôle RSE, on a pris un alternant pour accompagner les entreprises, et on crée le label l'UMM national a créé le label UMM.
Et on va s'employer à faire ce label et je voudrais même montrer l'exemple, le premier, parce que si j'arrive à avoir le label, peut-être que d'autres suivront si on leur montre que c'est intéressant. Mais je crois qu'on en parle de plus en plus et la décarbonation, c'est important. Hein. On ne peut plus avoir un four qui consomme beaucoup de gaz ou beaucoup d'énergie et beaucoup de CO2, alors qu'on sait très bien qu'en changeant un four à... Je donne un exemple, hein, mais quand on change un four à gaz ou un four électrique d'ancienne génération, comme je peux avoir d'ailleurs dans mon entreprise, puisqu'on y travaille dessus, quand on le change, on s'aperçoit que l'amortissement se fait très vite, ne serait-ce que par l'économie réalisée sur l'énergie, puisque l'énergie ne cesse d'augmenter. On était habitué à avoir de l'énergie presque gratuite avec nos centrales nucléaires, et aujourd'hui on s'aperçoit que l'énergie augmente et va encore augmenter. Donc toute action de décarbonation sera une économie réalisée, un investissement. Et avec la région, aujourd'hui, il y a beaucoup d'accompagnement, avec l'UIMM, avec les fédérations présentes. Il y a beaucoup d'accompagnement pour les entreprises et c'est à elles de s'investir dans cette action et d'aller chercher vers leur fédération quelles sont les aides qu'on peut leur apporter. Alors, vous avez devancé un petit peu la prochaine question. Vous, en tant que chef d'entreprise, pour rappel, le groupe Rani, c'est tout un écosystème autour de l'éclairage public et des solutions et des nouvelles technologies autour de cet éclairage public, y compris avec de l'IA. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, dans votre entreprise, pour justement accélérer cette décarbonation? Sur le processus de l'entreprise ou sur le processus des produits que l'on fait? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Alors, déjà, on va parler des produits. Les produits, on faisait de l'éclairage, et je dis toujours qu'on avait tendance à vendre un produit esthétique qui faisait de la lumière. Aujourd'hui, on fait de l'éclairage, avec un éclairage raisonné, avec de la gestion, avec de la détection. On peut éteindre la nuit sans se préoccuper de savoir si les personnes sont en danger ou s'il y a une insécurité quelconque, puisque avec de la simple détection, on arrive à rallumer quand les gens passent. Donc, il y a une véritable économie. Aujourd'hui, en changeant un luminaire standard tel qu'on les voit sur la voie, on arrive à économiser 80% sur la facture énergétique d'une commune. Donc, c'est hyper important. Et là, on peut parler déjà de décarbonation. Mais là aussi, c'est du bon sens, puisque les communes se sont aperçues que ça coûtait cher. Et qu'en investissant, ils pouvaient avoir un retour sur investissement qui pouvait se faire très vite, en 3 ans et demi, 4 ans. Donc il y a un intérêt, et donc, bien entendu, il y a un engouement pour ce remplacement. Dans l'entreprise, on a fait ce nouveau bâtiment de l'entreprise avec des nouvelles technologies en interne aussi, donc les lumières qui étaient tout le temps allumées, qui étaient la gabegie qu'on pouvait avoir dans la gestion de l'entreprise a été réfléchie différemment. Donc on peut le faire sur les nouveaux bâtiments. On a changé tous les éclairages, on est passé avec de la LED. Les luminaires s'éteignent quand il n'y a plus personne dans les pièces. Quand on met l'alarme, l'usine entière s'arrête. Alors qu'il y avait toujours un petit peu de perte à la nuit et d'un petit peu de consommation. Et donc, on ne s'en apercevait pas. Tout est géré. Donc, il y a des systèmes de gestion. On a créé aussi, avec l'entreprise, on a créé une nouvelle filiale d'accompagnement pour les territoires et d'accompagnement. Et bien entendu, on va s'en servir pour nous-mêmes, puisque cet accompagnement va apporter des systèmes de gestion et de télégestion pour tous les fluides, que ce soit l'énergie électrique, l'énergie du gaz, l'énergie de l'eau, l'air et tout ce qu'on peut avoir autour de nous comme énergie. Donc, bien entendu, c'est un gros chantier, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Nous, je vous disais tout à l'heure, dans l'entreprise, on est en train de réfléchir sur une nouvelle découpe laser. On va enlever ces des vieilles machines qui consommaient beaucoup d'énergie. On est en train de réfléchir à remplacer nos 3 fours, puisqu'on en a un sur notre site du Var et 2 sur nos sites de la Gaude. C'est des fours qui commencent à être vieillissants, même s'ils marchent très bien, mais en tout cas, ils sont vieillissants et énergivores. Donc, cette décarbonation passera par là. Et aujourd'hui, c'est les fours, demain, ça sera d'autres machines. On parle beaucoup de réindustrialisation et de Made in France. Alors, ma question, c'est, vous y croyez ? Alors, c'est la question, c'est pas la question piège, c'est la question que j'attendais. Oui, j'y crois et j'y ai toujours cru. D'ailleurs, si j'y avais pas cru, j'aurais délocalisé à l'étranger. Je suis resté en France, je me suis toujours battu, déjà en tant qu'industriel, aujourd'hui encore plus avec ma casquette UIMM. Et oui, je crois à la réindustrialisation. Il faut y croire. Il y a des méga factories qui s'installent dans le nord de la France. On a la place
sur le territoire pour faire de nouvelles usines et leur trouver des solutions pour qu'ils soient beaucoup plus pérennes. Dernière question, Marcel Ragny, vous avez une vision maintenant très transversale puisque vous présidez l'UIMM et puis vous avez l'expérience de votre propre entreprise. Qu'est-ce que vous aimeriez faire remonter au gouvernement? Si vous aviez une proposition à leur faire remonter pour épauler l'industrie, ce serait quoi? Il y en aurait plusieurs, mais la première, c'est accompagner les industries dans leur transition et leur développement. Aujourd'hui, on a les pouvoirs publics qui nous empêchent de faire certaines réalisations, ne serait-ce que construire un peu plus en hauteur dans certains endroits du territoire où on gêne personne. Et je crois que si on pouvait, ne serait-ce que proposer aux entreprises de rehausser leurs bâtiments et de grandir pour pouvoir agrandir leur entreprise quand ils en ont besoin. Moi, je visite en ce moment beaucoup d'entreprises locales puisque c'était mon credo quand je me suis présenté à l'UIMM. Je veux connaître mes adhérents, je les vois et tous me disent on est à l'étroit, il n'y a pas de terrain. Et donc, il y a d'autres possibilités, toujours avec un bon accompagnement. Et donc, ça serait bien que le gouvernement nous accompagne et nous aide et qu'on assouplisse un petit peu. Voilà. Merci infiniment Marcel Ragny, merci mesdames. Vous allez rester avec nous si vous le voulez bien. On va passer maintenant à notre rubrique suivante, le journal de l'écho. Et vous pouvez intervenir quand vous le souhaitez. Karine, Isabelle, c'est votre grand moment chaque mois. Vous allez nous donner les bonnes et les moins bonnes nouvelles de l'écosystème azuréen avec ce journal de l'économie où on parle de la vie des entreprises pour commencer. Et c'est une nouvelle qui va certainement intéresser Marcel Ragny. La bonne nouvelle, c'est pour Calisteo. Alors, ces petits boîtiers intelligents et discrets permettent de récolter diverses données des consommations énergétiques d'un bâtiment tertiaire. Calisteo équipe des usines, équipe même des musées nationaux. Et elle a intéressé 3 nouveaux investisseurs sur un créneau ultra porteur. Ils s'appellent Terranea, Enerfip Gestion et Liberset. Ils ont donc rejoint l'aventure Calisteo pour 5 millions d'euros d'entrée au capital. Très intéressant. On part chez Robertet. On part chez Robertet qui va certainement surprendre ses voisins dans quelques mois parce qu'ils vont pouvoir voir un énorme cocon rose se poser sur les terres grassoises du leader mondial de la transformation des matières naturelles. Il s'appelle Biopod, ce cocon rose, et c'est une serre expérimentale qui est pilotée par l'intelligence artificielle et qui est conçue par une start-up franco-américaine, c'est Interstellar Lab. Alors à l'origine, le projet était porté par la NASA et visait à faire pousser des plantes dans l'espace. Robertet va changer un peu le concept. Il s'agira d'observer le comportement des végétaux soumis par exemple à des températures élevées et de mieux préparer l'agriculture de demain, notamment sur le volet des plantes à parfum. Et bonne pioche aussi pour Polystock. Alors on reste dans l'environnement totalement correct. C'était, souvenez-vous, Christian, notre premier pitcher sur le territoire éco. Absolument. Stéphane Azikian nous avait expliqué par le menu son concept de filet récupérateur de déchets pour qu'ils n'envahissent pas trop nos espaces aquatiques, que ce soit la mer ou les rivières. Eh bien, Polystock était ce 3 octobre sur le Monaco Business, le salon 100% économique de la Principauté. Et il semblerait que la techno canoise ait intéressé la Fondation Albert II, qui s'engage à respecter et à faire progresser la santé planétaire. Et c'est toujours sympa d'avoir un petit atout monégasque dans la Manche. Je confirme, parce que nous avons organisé le club de l'éco monégasque récemment, en présence de Stéphane Azikian et du vice-président de la Fondation Albert II, et visiblement, ils ont des touches entre eux. Alors, si vous y étiez, Christian, vous savez que aussi pendant ce Monaco Business, il y a eu là une signature entre le Monaco Economic Board et la métropole Nice-Côte d'Azur. Alors, le Monaco Economic Board, c'est un petit peu comme nos CCI françaises. Et donc, un protocole d'accord a été signé pour renforcer les liens entre la métropole et la principauté de Monaco. Très bon. Karine. Alors, pas de critères de chiffre d'affaires ni de retour sur investissement pour la première édition des Trophées des entrepreneurs positifs des Alpes-Maritimes qui était organisée par la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises des Alpes-Maritimes. Donc, au contraire, les 6 lauréats ont été récompensés pour leurs valeurs humaines telles que la bienveillance, la solidarité ou encore la créativité. Et je pense que ça vous parle, n'est-ce pas Marcel? Puisque vous avez reçu le trophée de l'éco-responsabilité ce soir-là.
On peut également citer parmi les autres entrepreneurs mis à l'honneur Benjamin Mondou, qui est à la tête de 10 agences Ceinturie 21 Lavage Transactions, qui a raflé le prix de la solidarité, ou bien le traiteur niçois Petit Cuistot, qui lui s'est vu décerner le prix du courage. Marcel Ragny, dans l'écosystème, on reçoit beaucoup de trophées, beaucoup de prix. C'est important de valoriser les entreprises à travers ces récompenses? C'est important de montrer l'exemple. Souvent, j'ai le premier trophée quand il se réalise. Cette année, j'ai eu celui de la CPME, mais le premier trophée de l'ECO, c'est moi qui l'ai eu. Donc, je dis que c'est bien parce que ça permet aux entreprises de voir que les entreprises qui perdurent, ou en tout cas qui ont une bonne presse, se présentent et font le challenge d'arriver à avoir un trophée, de se rendre dynamique et en tout cas attirant. Et derrière, il y a d'autres entreprises qui se bougent et peut-être pour se faire connaître, c'est important. Pour moi, ces trophées, c'est des récompenses et moi je suis fier, elles trônent toutes dans mon bureau. Sur l'étagère. Il va falloir que j'achète une nouvelle armoire, mais en tout cas, non, c'est bien, c'est gratifiant, c'est la reconnaissance de ses pairs, du monde, du microcosme économique, et donc c'est intéressant. Isabelle, on reste dans le domaine des prix. Puisque vous aimez les trophées, donc on va continuer tous les ans. EY, qui est l'un des plus grands cabinets d'audit et de conseil au monde, organise ses prix de l'entrepreneur de l'année. Alors en réalité, il y a 5 catégories qui sont déclinées dans 13 régions, dont Sud-PACA. Cette année, 2 Azuréennes sont reparties de Marseille avec des trophées sous le bras. Il y a la grasseuse Icote, encore un petit peu d'environnement, spécialiste des peintures biosourcées. Elle a gagné le prix de la Scale-up de l'année, région Sud. Et la niçoise Liv Metz, elle a gagné le prix Start-up de l'année. C'est la pionnière dans la livraison de médicaments à domicile. Et on la connaît bien parce qu'elle a pitché dans cette émission. Tout à fait, mais décidément, on est sur tous les bons coups. C'est-à-dire qu'on met sur le devant de la scène les pépites. Eh oui, exactement. Alors Icote et Liv Metz sont attendus en finale le 16 octobre à Paris, au théâtre Mogador. À l'origine, la start-up niçoise Route du Marché était une place de marché qui mettait en relation les consommateurs désireux de bien manger avec des producteurs locaux passionnés par leurs produits et qui proposaient justement des produits issus de l'agriculture raisonnée. Alors le concept de Route du Marché a un peu évolué. Les 2 dirigeants viennent d'inaugurer une boutique physique à Grasse et comptent en ouvrir une vingtaine en nom propre dans les Alpes-Maritimes et le Var d'ici 2026. Et ils veulent aussi développer leur concept en franchise. Allez, on arrête les trophées. Nouveau nom, nouvelle orientation et nouveau partenaire pour l'ex-CEEI qu'on connaissait bien. C'est le Centre européen d'entreprise et d'innovation. Pour ses 15 ans, la pépinière de start-up de la métropole Nice-Côte d'Azur est devenue officiellement le hub de l'innovation. Alors, ce qui va changer, on va peut-être un petit peu mieux cibler les défis qui attendent les start-up hébergées en termes d'implantation, en termes de levée de fonds, en termes d'accélération, tout simplement. Et 12 de ces jeunes entreprises sont déjà dans le process pour accélérer jusqu'en février. Un petit tour à l'INRIA? Un petit tour à l'INRIA du côté de Sophia Antipolis. Alors le centre INRIA d'Université Côte d'Azur, c'est son nouveau nom depuis un peu plus d'1 an, a célébré ses 40 années de recherche et d'innovation dans ses locaux devenus trop étroits. Ces 500 chercheurs phosphorent sur la mécanique des fluides, la modélisation du vivant, la photonique et bien d'autres sujets tout aussi simples. Alors des sujets qui ont des répercussions bien réelles dans notre vie de tous les jours. Savez-vous, Christian, que la première liaison Internet de la France vers les États-Unis a été établie depuis le site d'INRIA Sophia? Si je vous dis que je le savais, vous ne me croirez pas? Non. Alors je ne le savais pas. Et les technologies qui sont développées toujours à INRIA Sophia donne naissance à des spin-offs, comme en ce mois d'octobre rose, Therapixel. Alors, l'IA qui est contenue dans les logiciels de cette start-up permet de dépister les cancers du sein de façon beaucoup plus précoce. Et si le succès d'INRIA est au rendez-vous, c'est parce que le centre de recherche a fait sienne la vision de fertilisation croisée de la Technopole. Dépistage du cancer du sein, en plein octobre rose. Tout à fait. Bravo, d'accord. Un petit chiffre des beautés, 33, c'est le nombre de start-up qui ont embarqué le 26 septembre dernier à bord du mythique Belém. Alors, il était à la tâche au port de Nice. Il est propriété de la fondation Caisse d'épargne et les start-up embarquées ont pu rencontrer à quai 17 investisseurs et fonds d'investissement qui étaient venus d'un peu toute la France et ils se sont montrés visiblement intéressés par les technos azuréennes et surtout par le dynamisme de notre territoire. Alors, c'est bon signe. C'est un événement à mettre à l'initiative d'Alexandra Golovanov, nouvelle responsable innovation à la Banque coopérative régionale. Ça montre aussi que les lignes sont en train de bouger un petit peu sur le financement des start-up. On l'espère. On l'espère.
Plutôt sympa de la part de Kitty, l'Insurtech niçoise met son application mobile gratuitement à disposition des étudiants azurins qui poursuivent leurs études à l'étranger ou bien qui réalisent aussi un stage à l'étranger. Donc, l'application dispose de nombreuses fonctions, l'alerte locale en cas de risque météo, de risque épidémique ou géopolitique. Elle propose aussi l'assistance médicale avec un médecin français et des numéros d'urgence du pays. Vous connaissez sans doute la chanson « On est foutu ». On mange trop, eh bien pas forcément, grâce à l'appli développée par OmniShape qui valorise nos efforts physiques. Alors, c'est niçois, c'est personnalisable, c'est ludique, c'est super encourageant quand on court et surtout ça ouvre à tout un tas de ristournes chez des partenaires associés qui vont vous aider, messieurs, à perdre vos petites poignées d'amour si vous respectez votre feuille de route quotidienne côté exercice physique. C'est pas le plus simple. Karine. Justement, en parlant d'exercice physique, avec Trees on the Way, c'est le nom du périple démarré il y a quelques jours à Sophia Antipolis par Benjamin Parent, qui va parcourir 50 000 km à vélo et traverser 44 pays pour rencontrer 21 entrepreneurs à impact positif. Alors Benjamin Parent va aussi œuvrer pour la planète parce qu'il va planter un arbre tous les 21 km. On a fait le calcul, c'est à peu près 2500. Son retour avec des gambettes hyper musclées est prévu dans 3 ans. Et vous serez à l'arrivée, bien sûr. Bien sûr. Avec OmniShape. Alors, Avec OmniShape. On ne sait pas on ne sait jamais si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais on parle régulièrement de rachat. Quel est le rachat du mois ? Le rachat du mois, c'est celui de Sequoia Soft. Alors Sequoia Soft, c'est l'éditeur de logiciels sophipolitain spécialisé dans l'hospitalité, c'est-à-dire qui fournit des solutions de gestion, d'exploitation et de commercialisation aux hôtels, aux campings, aux villages vacances. Alors, Sequoia Soft a été racheté par l'Héraultais Septéo, qui lui aussi est éditeur de logiciels et qui avait déjà fait l'acquisition il y a 2 ans de la PropTech sophipolitaine Kinaxia. Donc Sequoia Soft, qui va désormais s'appeler Septéo Hospitalité, va jouer un rôle important dans la croissance de l'Occitan parce qu'il prévoit de doubler son chiffre d'affaires de 354 millions d'euros d'ici à 4 ans, justement grâce à la branche hospitalité. Et puis, comme tous les mois, vous allez nous faire part de vos coups de cœur. Celui d'Isabelle, c'est... Un beau coup de cœur pour Adastra. C'est une société de production cannoise. Elle est accueillie au campus Méliès et elle s'illustre dans la prod et dans la post-prod de films d'auteur. Son dernier long métrage, La Roy, a été sacré Grand Prix du Festival du film américain de Deauville. C'est l'équivalent d'une palme d'or à Cannes. Il a été primé parce que son réalisateur, justement, Shane Atkinson, est américain. En plus du Grand Prix, La Roy a engrangé les prix de la critique et les prix du public. Ça veut dire tout simplement que les salles vont s'ouvrir en grand dans toute la France à l'humour grinçant et un chouïa cannois de La Roy. On a hâte. Karine, le coup de cœur ? Pas un coup de cœur, mais plutôt une belle histoire que je voudrais vous raconter, Christian, et qui va plaire à l'amateur de sport que vous êtes, puisqu'il s'agit de rugby et de l'équipe des Tonga. Alors, cette équipe qui vient des îles du Pacifique est certainement celle qui a le moins de moyens de tous les pays qui étaient qualifiés pour cette Coupe du Monde 2023. C'est la raison pour laquelle le laboratoire pharmaceutique de Sophia Antipolis, IPSA France, c'est l'ex-laboratoire genévrier, la sponsorise depuis 2019. Alors pourquoi ? Parce que le directeur général d'IPSA France, Fabrice Jauvert, a été touché par cet archipel qui a instauré le rugby non pas en tant que sport national, mais pratiquement en tant que religion. Tout le monde y joue. Donc c'est la raison pour laquelle IPSA a décidé de monter sur place une académie du rugby, destinée aux garçons comme aux filles, et qui vise à l'éclosion des talents. Les îles Tonga, 100 000 habitants, 1900 joueurs de rugby. Ça, vous ne le saviez pas ? Non. Les joueurs tongiens ne sont 100 000 pas... habitants. 100 000 habitants. Oui, tout à fait. Mais 1900, voilà, joueurs de rugby, ce qui montre un petit peu la qualité de ces joueurs quand on voit contre quel pays ils jouent. Tout à fait. Les joueurs tongiens ne sont pas les seuls à mouiller le maillot, Karine. Et non, effectivement, parce que le DG d'IPSA France et une centaine de ses collaborateurs azuréens ont profité du match Écosse-Tonga qui avait lieu à l'Alliance Riviera fin septembre pour encourager leur équipe favorite qui malheureusement s'est inclinée face aux 15 du Chardon. Je ne dirai pas le score. Et elle a rejoué après contre l'Afrique du Sud et malheureusement, elle est éliminée de la compétition. Mais elle a très bien joué quand même. Tout à fait. Marcel Ragny, quand on voit cette richesse de notre territoire avec toutes ces informations que viennent de nous donner Karine et Isabelle, on peut être fier quand même de participer à l'écosystème azuréen. Moi, je suis fier. C'est pour ça que je suis investi et puis je suis un passionné. Mais je disais encore cet après-midi chez un adhérent que je suis allé visiter qu'on est dans le territoire le plus beau du monde. J'ai beaucoup tourné, beaucoup voyagé, et chaque fois que je suis revenu, j'ai dit c'est ici que c'est le plus beau. Pas chauvin du tout, Marcel Ragny. Je ne suis pas chauvin du tout, je suis juste réaliste.
Merci infiniment d'être resté avec nous et de nous avoir fait partager votre expérience et votre passion du territoire et de l'écosystème azuréen. Merci à toutes les deux. Et nous passons maintenant à notre rubrique suivante, dans les coulisses d'une entreprise. Alors vous le savez, comme chaque mois, nous vous emmenons dans les coulisses d'une de nos belles entreprises azuréennes. Et c'est un exemple typique d'une magnifique résilience dont vous allez nous parler, Karine, ce mois-ci. Ouais, effectivement, Christian, puisqu'il s'agit de la brasserie du Comté à Saint-Martin-Vésubie, qui a été dévastée il y a tout juste 3 ans par la tempête Alex. C'est toute une chaîne de solidarité qui s'est mise en place autour d'elle pour lui permettre de continuer à brasser malgré la destruction de son outil de production. Et la brasserie est revenue plus grande, plus forte et surtout plus diversifiée. Bien, on va voir tout ça immédiatement avec les belles images de Franck Fernandez. Finalement, tout est parti le 3 octobre, où la brasserie a été complètement rayée de la carte. La brasserie était vraiment là où il y a la rivière. Là, il n'y a plus rien. On s'inquiète énormément pour tout le monde. On pense même plus à la brasserie parce que là, on pense aux gens, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi. Soit on se dit, on remonte, mais on remonte quelque chose de gros et on revient très fort. Et puis on a été suivis, on a eu une énergie débordante. Maintenant, voilà, on a un peu la brasserie de nos rêves. Ça fait 1 an en juillet qu'on reproduit tout à Saint-Martin, où toutes les bières du comté reviennent d'ici et sortent de cette brasserie. La brasserie est née en 2011 par mon associé Laurent Fredge, qui a brassé ici parce que c'est un enfant du pays et qu'on a une eau qui est magique et il savait qu'il pouvait faire une bonne bière grâce à cette eau. Mais finalement, tout est parti le 3 octobre où la brasserie a été complètement rayée de la carte. Là, il y avait les cabanons et la brasserie était vraiment là où il y a la rivière. Et en face, la maison d'en face, c'était les voisins. Alors, on était à 10 mètres. Maintenant, il n'y a plus rien. On s'inquiète énormément pour tout le monde. On pense même plus à la brasserie parce que là, on pense aux gens, qu'est-ce qu'ils deviennent, quoi. Et on ne savait pas si on allait repartir. C'était un peu chaotique, on va dire, le premier mois. Et puis, tous ensemble, on s'est retrouvés au bout de 2 mois. Et il y avait soit on baisse la tête et on laisse tomber notre histoire, ou soit on se dit, on remonte, mais on remonte quelque chose de gros et on revient très fort. Et puis rapidement, on a eu les aides des copains brasseurs qui ont fait les bières pour nous, pour pouvoir nous aider. Et puis les aides des consommateurs, des entreprises, des institutions. Pendant à peu près 2 ans, on a dû travailler sur 2 autres brasseries. Le temps de reconstruire ici, le temps de commander les cuves, le temps de construire ce bâtiment. Voilà, donc on a tout fait en accéléré. Mais aujourd'hui, là, ça fait 1 an en juillet qu'on reproduit tout à Saint-Martin, où toutes les bières du comté reviennent d'ici et sortent de cette brasserie. Tout le monde nous a poussé à redémarrer à zéro et à construire une brasserie où on passe de 5000 litres à presque 15 000, 20 000 litres par semaine. Il y a la demande et que nous, ça crée de l'emploi. On passe de 8 salariés à maintenant 18 salariés. Je pense que d'ici 2-3 ans, en fait, l'unité de production ici sera trop petite. Donc on est en train d'essayer de réfléchir comment on peut essayer de s'agrandir. On a plein de projets. On est en train, au niveau agriculture par exemple, on a notre houblonnière qui existe depuis maintenant 2 ans. On a fait notre 2e récolte, on va pouvoir faire une bière avec notre propre houblon. Sur Gatière, on a 3000 m² d'agrumes qui ont été plantés au mois de juin, qui vont nous servir aussi pour nos produits. Et on a fait aussi notre première récolte d'orge au mois de juin, où on a 5 tonnes d'orge qui vont être maltées d'ici 1 mois. Donc le but, c'est qu'au bout d'un moment, on arrive à faire une référence de bière qui est 100% azuréenne. Maintenant, on est à une douzaine de bières, entre les bières de gamme et les bières de saison. On a développé aussi depuis décembre des limonades et on a plein de projets pour de nouveaux softs comme ça sans alcool. Et dans les années à venir, voilà, on va étoffer notre gamme de softs. On a aussi des projets sur de la distillation et donc dans les années à venir, il va se passer encore pas mal de choses. Magnifiques images, magnifiques reportages et surtout magnifique résurrection de la brasserie du Comté. Ça nous fait très très plaisir de voir une entreprise à ce point sinistrée pouvoir renaître de ses cendres. Merci beaucoup à Franck Fernandez qui a tourné ces images et vous pourrez retrouver le reportage d'Agnès Farrugia qui l'a accompagné dans notre supplément éco de lundi prochain. Et nous allons passer maintenant, sans transition, à la dernière séquence de notre territoire éco numéro 6, le pitch. Et
pour cette dernière séquence de l'émission, nous allons parler d'un sujet que nous n'aimons guère aborder d'habitude. Qu'arrive-t-il à nos biens numériques après notre décès? Il faut savoir qu'entre les identifiants de mail, les réseaux sociaux, les comptes bancaires, la crypto-monnaie, nous avons en moyenne chacun d'entre nous une centaine de comptes numériques. Pour nous expliquer comment faciliter la transmission de ce patrimoine aux ayants droit, nous avons invité Jean-Charles Chemin. Bonjour Jean-Charles Chemin. Bonjour. Vous êtes le créateur de Legapass qui vient tout juste de boucler une levée de fonds. Vous allez avoir 1 minute 30, 90 secondes pour pitcher votre start-up avec un petit chronomètre qui s'affiche et des caméras qui font face à vous. Top chrono. Allez, bonjour, je suis Jean-Charles Chemin, le président et cofondateur de Legapass. Donc Legapass, l'idée elle est venue suite malheureusement à la perte d'un proche. On s'est rendu compte de l'importance de la valeur du patrimoine numérique. Aujourd'hui, tout le monde possède des comptes sur les réseaux sociaux, tout le monde possède une boîte mail, tout le monde possède des photos, des souvenirs stockés quelque part sur un cloud, et de plus en plus, on possède des crypto-monnaies. Sans le savoir, on a tous constitué un immense patrimoine numérique. Malheureusement, que devient ce patrimoine numérique si jamais il nous arrive quelque chose? La réponse est simple et assez malheureuse. Dans bien des cas, il risque d'être perdu, piraté, ou tout simplement de disparaître avec nous. Et c'est pour éviter ça qu'on a créé Legapass. Donc Legapass, c'est un espace ultra sécurisé, dans lequel vous allez pouvoir enregistrer, sauvegarder les codes confidentiels qui ouvrent l'accès à votre patrimoine numérique. Grâce à une technologie unique, il y a un brevet qui est en cours de dépôt, vos données sont protégées avec des algorithmes de chiffrement de niveau militaire et archivées dans des véritables coffres-forts physiques, hors ligne, déconnectés d'Internet pour éviter toute attaque. Mais surtout, notre processus garantit la restitution à vos bénéficiaires, à vos héritiers, de manière complètement confidentielle et sous le contrôle d'un huissier de justice. Alors comment ça marche? C'est tout simple. Il suffit de créer votre compte en quelques secondes, gratuitement, avec France Connect. C'est extrêmement simple. Et vous pouvez commencer à utiliser Legapass et à déposer déjà vos premiers codes confidentiels et à sécuriser la transmission de votre patrimoine numérique. Parfaite démonstration. Merci beaucoup Jean-Charles dans le temps absolument imparti. C'est avec vous que s'achève cette émission que vous pourrez voir et revoir sur nos sites internet, nos pages Facebook, la chaîne YouTube du groupe Nice Matin, mais aussi bien sûr le site de la Tribune Côte d'Azur, tribuca.net. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci mesdames. On se revoit le mois prochain. Merci à Sophie Doncet, Philippe Bertini à la réalisation de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Territoire Éco et excellente journée à tous.